Je vais vous parler donc des gistes avancés et rapidement, Margès m'a demandé de faire un petit peu l'état des lieux sur les gistes avancés un petit peu réfractaires. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les patients qu'on voit en consultation, il y a eu évidemment un changement considérable par rapport à l'époque. On voyait énormément de patients avancés. Aujourd'hui, quand on fait le diagnostic de giste, dans 90% des cas, c'est des gistes localisés. Et en fonction du risque de rechute ou pas, vous savez que les patients reçoivent de l'imatinib en situation adjuvante. Aujourd'hui, le standard en situation adjuvante, c'est 3 années d'imatinib. Je vous ai mis juste cette diapositive, l'étude qui a été rapportée par l'équipe américaine à l'ASCO cette année. Les patients qui reçoivent 5 années d'imatinib en situation adjuvante. On peut penser par analogie avec ce qui s'est passé avec 3 ans, 2 ans, 1 an, que sans doute, certains patients vont de nouveau récidiver après un intervalle libre de 1 an, ce qui est un peu le standard lorsqu'on administre de l'imatinib pendant 3 ans. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir tenir compte de cette population parce que je suis persuadé que ce ne sont que les gistes à haut risque qui réévoluent dans le temps, c'est pas un giste à bas risque qui rechute. Les patients qui reçoivent 2 ans, 3 ans d'imatinib, possiblement 5 ans, ils vont quand même réévoluer. Et donc, il faut en tenir compte forcément dans la prise en charge thérapeutique ultérieure. Ce ne sont plus des patients qui seront vierges de traitement par imatinib. Sur cette diapositive, c'est l'état des lieux à l'heure actuelle en situation métastatique. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque vous commencez le Glivec en situation métastatique, il a une probabilité d'avoir une médiane de survie de 6,4 ans. C'est beaucoup, c'est des patients métastatiques au niveau hépatique, au niveau abdominal. C'était 18 mois avant l'ère du Glivec. Ici, vous avez la courbe de progression des patients sous imatinib. Donc, la survie médiane de progression d'échappement à l'imatinib est de 2,5 ans. Et finalement, les patients vivent 4 ans après la progression sous imatinib. Ils vivent 4 ans grâce à l'avènement de ces nouveaux facteurs anti-angiogéniques qui arrivent. Il n'est pas rare de voir, en tout cas dans les pays européens, des patients qui ont 7, 8 lignes de IB. Alors, soit ils rentrent dans les protocoles thérapeutiques, soit on invente un nouvel IB. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 produits qui sont commercialisés, l'imatinib, le sunitinib et le regorafenib. C'est important, on est en train de ressortir un petit peu les différentes études à long terme. Aujourd'hui, 10 ans après l'inclusion des patients dans les essais thérapeutiques, 20% des patients sont toujours en vie et 10% des patients sont toujours sous imatinib. On est en train de les colliger, voire même de se poser la question de remonter une étude randomisée à 10 ans d'imatinib, arrêt versus poursuite, pour savoir ce qui se passe, parce qu'il est possible qu'ils soient guéris, ces 10%. Il faut mieux les caractériser sur le plan phénotypique, génotypique, savoir quelle est cette sous-catégorie de patients, toujours répondeurs, 10 ans après la mise en route par imatinib. À la question faut-il opérer les métastases sous imatinib, la réponse pour l'instant c'est non. Même en appariant de façon vraiment bien faite sur le plan statistique, que tous les patients qui ont bénéficié d'un acte loco-régional quelconque sous imatinib, la courbe bleue, c'est les patients qui reçoivent de l'imatinib en continu, et la courbe rouge, c'est les patients qui sont sous imatinib plus exérèse ou radiofréquence des métastases hépatiques. Il n'y a pas de différence entre les deux bras, donc c'est pas un standard aujourd'hui de se précipiter. Moi, en tant qu'oncologue, je suis persuadé que quelques cas peuvent bénéficier d'une exérèse de ces métastases. Je crois qu'on va y revenir, oui, j'en parle là. Alors la question, c'est peut-on arrêter quand même l'imatinib en situation métastatique? Beaucoup d'oncologues me posent la question, voilà, ça fait 7 ans qu'elle est sous imatinib, est-ce qu'on peut faire un break? Ça fait 5 ans, les métastases ne bougent pas. Alors, voilà ce que j'ai mis, parce que je pense que c'est à discuter avec les patients. Quand vous commencez de l'imatinib à 70 ans, et puis que vous le revoyez 10 ans plus tard, elle a 80 ans. Elle a plus de comorbidité, elle commence à avoir une liste de médicaments assez longue. On peut commencer à se poser, oui, on peut faire un break. C'est pas une erreur de faire un break en prévenant la patiente qu'elle a un risque de réévoluer, pas 3 mois après, mais 6 mois, 1 an après. Ça m'est arrivé chez certains patients de voir qu'en arrêtant l'imatinib, les patients rechutent, réévoluent encore. Donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas guéries. Mais il y en a d'autres qui ne réévoluent pas, donc ça mérite une évaluation. Il y a de plus en plus, forcément, on a modifié le profil évolutif de ces maladies-là. Il y a de plus en plus de patients qui développent un second cancer. Et lorsque vous avez un cancer du sein, un cancer du côlon, un cancer du poumon, moi personnellement, j'arrête l'imatinib. On n'a pas beaucoup de données de faire de l'imatinib avec un Folfox ou de l'imatinib avec un autre
cisplatinavidine pour un poumon. Donc moi j'arrête l'imatinib en disant voilà, faites votre chimiothérapie, on discutera de l'intérêt d'une reprise après. Et puis en ce moment-là, on est en train de reprendre aussi, les Scandinaves sont en train de reprendre leurs patients, tous les patients justement qui ont eu l'imatinib et à un moment donné de leur évolution, un traitement de leur oligométastase par radiofréquence, pas juste une métastase, mais toutes, c'est-à-dire 3, 4, c'est-à-dire à partir du moment où toutes les nodules ont été brûlés par quelque technique que ce soit, et à qui on a repris un peu d'imatinib en post-RFA, mais à qui on a arrêté définitivement, on est en train de les colliger. On en a quelques-uns qui ne réévoluent pas, donc il est possible justement là pour contredire ce que je viens de dire sur la chirurgie des métastases, que quelques rares cas, vraiment isolés, hein, on parle de 10, 20 cas à tout casser, lorsqu'on a vraiment brûlé par radiofréquence ou opéré les métastases, on peut éventuellement se poser la question d'arrêter l'imatinib. Juste en première ligne, donc avant les gistes réfractaires, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule étude en première ligne qui est assez intéressante sur le plan intellectuel, qui essaie de changer un petit peu nos pratiques, le standard d'aujourd'hui qui est de l'imatinib 400 mg. Donc tous les patients là, européens, australiens sont randomisés entre imatinib versus un schéma rotationnel, 3 semaines sur 4 d'imatinib, suivi de 3 semaines sur 4 de régorafenib, puis imatinib, puis régorafenib, puis imatinib, et ainsi de suite, pour voir un petit peu si en mettant en première ligne un facteur anti-angiogénique de type régorafenib, finalement, on repousse la notion de résistance secondaire. Alors, voilà des messages que je fais passer souvent, et je crois que c'est vraiment important. On n'a que 3 produits à notre disposition en situation métastatique. En aucun cas, c'est une urgence thérapeutique d'arrêter un traitement comme ça, parce que vous avez un doute que ça progresse, ou ça progresse un peu sur le radiologue vous dit ça progresse un peu. Et à chaque fois que vous arrêtez un traitement, finalement, c'est une sanction pour le patient, parce qu'en général, vous n'allez pas revenir sur le traitement. Donc, moi, personnellement, j'essaie d'optimiser au maximum les 3 lignes de traitement. D'abord, vous posez la question, est-ce que c'est vraiment une vraie progression? Il y a souvent des fausses progressions, et je vous rappelle qu'une maladie stable, c'est une réponse. Il faut poser la question de l'observance, des comédications. Bon, moi, je me fais souvent aider, parce que j'ai de la chance avec Gustavo aussi d'avoir un pharmacologue qui dose dans le sang la concentration plasmatique du Glivec, mais pas seulement du Glivec. Il y a des interactions, tout à l'heure vous avez vu avec le pazopanib, mais il y a beaucoup d'interactions également avec d'autres produits. Et souvent, avant de dire « Ok, vous progressez », il y a des arguments radiologiques pour progresser. Je lui demande à quelle heure vous prenez le Glivec. Il me dit tous les jours, il y en a qui sont obsessionnels, hein, 6h29 du matin. Bon, ça fait 5 ans que je prends 6h29. Je dis ben, changez un peu. Prenez les deux mois qui suivent, prenez-le le soir. Et rien que ça, vous changez la concentration plasmatique. Parce que l'organisme est habitué à l'élimination des produits si tous les jours vous prenez le produit à la même heure. Donc pendant les 2-3 mois qui viennent, vous progressez un peu, mais c'est assez intéressant. Les 3-4 derniers patients que j'ai fait comme ça, ils sont redevenus stables. C'est la pharmacocinétique du pauvre, c'est même pas un prélèvement sanguin, c'est juste le changement d'horaire de la prise de contraste. Est-ce que, alors après, finalement, le patient, s'il progresse réellement, est-ce qu'il faut systématiquement passer à 800 mg tous les patients qui progressent à 400 mg? Je suis persuadé que non. Là, évidemment, avec Gustavo aussi, on fait de la pharmacocinétique. Je switch immédiatement sous Sutent en deuxième ligne si vous avez une concentration plasmatique supérieure à 1000. Et seulement sur les concentrations plasmatiques inférieures à 1000, j'augmente les doses, ce qui est rare. Hein. Alors, cette diapositive est très importante, mais en même temps très dangereuse. Michael Henrich vient tous les ans sur le podium à l'ASCO et nous rapporte toujours à chaque fois une ligne supplémentaire qui explique donc in vitro, hein, c'est simple. Hein. Vous avez donc les patients, vous les mettez sous Glivec. Là, c'est des différentes mutations de l'exon de KIT. Sous Glivec, les patients voient donc une résistance secondaire apparaître dans la zone catalytique du récepteur, exon 13, 14, 17, 18. Et puis regarde in vitro, évidemment, en fonction des différentes mutations de résistance, si ces résistances sont sensibles ou résistants aux différents produits. Donc forcément, en imatinib, ils sont tout rouges, puisqu'ils viennent de progresser. Pourquoi le Sutent marche
dans 50% de nos patients, parce que dans 50% des cas, la première résistance, il y a à peu près l'équivalence, 50% de nouveaux exons, de nouvelles résistances au niveau de l'exon 13 et 14, et 50% 17-18. Donc dans 50% des cas, le sutent marche. Et puis en troisième ligne, le regorafenib marche parce que le regorafenib marche plutôt dans l'acquisition de mutations au niveau de l'exon 17 ou 18. Plus la cellule veut s'échapper pour vivre, plus elle va développer des mutations au niveau de l'exon 17-18. Si on faisait à l'autopsie, si on fait des mutations, des recherches mutationnelles 2 mois avant le décès des patients, ils ont tous une mutation au niveau de l'exon 17. Mais il faut se méfier parce que ça, c'est in vivo et c'est l'hétérogénéité de ces constatations. Il faut vraiment se méfier. La deuxième ligne, c'est le sutent, vous le savez, soit le second schéma IMEA, 50 mg par jour, 4 semaines sur 6, ou le schéma continu, qui marche un peu moins bien dans le cancer du rein, mais dans le GIST, c'est équivalent. Il n'y a pas eu d'études randomisées, à la différence du cancer du rein, mais pour nous, en tout cas, oncologues, gistologues, 37,5, c'est le schéma thérapeutique, personnellement, que je préfère, car il est moins toxique. C'est un des messages que je veux faire passer, surtout aux plus jeunes dans la salle, c'est qu'il faut vraiment, outre le fait qu'on n'a que 3 produits, qu'il faut optimiser les différentes lignes, il faut savoir être flexible. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'arrêter un traitement parce qu'il y a 11% de toxicité de grade 3-4. Aujourd'hui, c'est plus possible. En plus, si c'est un drogue qui marche, le patient ne peut pas venir vous voir en disant « je préfère arrêter un traitement qui marche tellement je ne peux pas le supporter ». Si le patient ne le supporte pas, c'est que vous n'avez pas su gérer la toxicité du sutent. Aujourd'hui, le sutent, il y a 10-15 ans, c'était peut-être un produit très toxique, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Parce qu'on adapte les traitements en fonction de la toxicité. On fait 5 jours sur 7. Moi, personnellement, je demande aux patients à partir de quand vous avez une toxicité de grade 3-4. Si c'est la 3e semaine, je fais sauter la 3e semaine. Je fais 2 semaines sur 3. Il y a d'autres patients, c'est 5 jours sur 7. Parce que le week-end, ils ont envie d'être libres. Ils n'ont pas envie de passer leur week-end sur les toilettes. Donc, c'est des petits détails comme ça qui font que la tolérance est bien meilleure et que vous prolongez la survie des patients. Et Peter Reichardt, dans la vraie vie du sutent, il l'a bien démontré que lorsque vous adaptez le schéma thérapeutique en fonction de la toxicité, vous avez une survie plus prolongée par rapport à ceux qui disent non, monsieur Intel, suivez les ordres, c'est 50 mg par jour, 4 semaines sur 6, et là, le patient va développer des toxicités et va s'arrêter. Pour ceux qui pensent qu'il n'y avait que le pazopanib avec le Mopral où il y a une interaction, vous avez faux. Il y a aussi des inhibiteurs de la pompe à protons qui empêchent l'absorption du sutent. Tous les patients qui sont sous oméprazole ou autres inhibiteurs de protons, vous diminuez de 36%, l'exposition plasmatique. Il y a même des tests qui ont été faits. Je sais qu'à Lyon, il y a 2-3 patients qui sont à 75 mg de sutent, voire à 100 mg de sutent, sans aucune toxicité. Donc c'est vraiment une question de concentration plasmatique. En troisième ligne, on a le regorafenib, bis répétitaplacinte. Le regorafenib, vous connaissez l'étude GRID versus placebo. Un patient en bout de course qui est randomisé dans le bras placebo, la moitié, 80% des patients réévoluent dans le mois la première évaluation tumorale. Et heureusement qu'il y a un crossing over. Là, c'est pareil, il y a une dose fixe pour tout le monde. En fait, dans les gistes, ça a été la révolution, mais on a donné le mauvais exemple à tous les facteurs, à tous les TKI en général, dans d'autres pathologies, parce que ça a été tellement vite entre le premier patient, ground zero, premier patient GIST, février 2000, AMM du produit 2002. On n'avait jamais vu ça dans le domaine de l'oncologie. Il faut 7, 8, 10 ans pour commercialiser un produit. 2 ans, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps, ça marchait tellement bien qu'on a dit c'est 400 mg pour tout le monde. Et puis tous les autres laboratoires qui sont arrivés derrière, c'est une dose fixe pour tout le monde. On ne voit pas ça en chimiothérapie, c'est adapté à la dose, au poids. Et dans les GIST, c'est pareil, il y a des obèses, des gens relativement frêles. Donc possiblement que la dose de regorafenib, 160 mg 3 semaines sur 4, c'est la dose qui marche et adaptée pour 75% de nos patients, mais pas par tous. Vous voyez qu'après 2 cures, 2 cycles de regorafenib, il y a la moitié des patients à qui on a dû réduire la dose à 3 comprimés 3 semaines sur 4, voire même à 2 comprimés 3 semaines sur 4. Donc là, c'est pareil, adaptabilité. Vous ne pouvez pas accepter une toxicité des produits, puisqu'à chaque fois que vous administrez soit le sutent, soit le regorafenib, vous avez une variation de l'air sous la courbe qui va jusqu'à 95%, c'est-à-dire du simple au double chez un de vos patients. Donc, comme je vous l'ai dit, les patients, plus vous avancez dans le temps,
plus vous avez une mutation de l'exon 17, raison pour laquelle il y a des nouvelles compagnies pharmaceutiques qui développent des nouveaux produits qui sont potentiellement actifs sur les exons 17, mais pas que. Et pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'ASCO cette année, il y a eu quand même deux petites révolutions dans le domaine des gistes, notamment avec cette molécule, le Blue 285, qui appartient donc à Blueprint. Vous voyez que ça, c'est la concentration plasmatique pour inhiber les différentes mutations. En bleu marine, c'est l'imatinib, et en bleu ciel, c'est le Blue 285. Vous voyez, il suffit de beaucoup moins de concentration pour inhiber toutes ces différentes nouvelles mutations. On aimerait avoir des diapositives comme ça un peu plus fréquemment dans plein de pathologies. Vous prenez les D842V du gène PDGFR alpha, qui est la mutation du diable, totalement insensible à l'imatinib, au sultent et au regorafenib. Il y a 100% de réponse, quelle que soit la dose du Blue 285. Il y en a un qui a progressé, mais en reprenant l'analyse mutationnelle, on s'aperçoit que ce n'est pas un D842. Donc finalement, c'est 100% de réponse. On est en troisième, quatrième ligne de traitement. Donc c'est certainement l'avenir. Et alors pour les non D842V, c'est-à-dire pour les exons 9, 11 et autres, ça marche aussi, surtout à forte dose. Et là, c'est les faibles doses de Blue, ça c'est forte dose. Il y a quelques régressions. On est en cinquième ou sixième ligne. Hein, donc évidemment, le laboratoire est très confiant pour le développement de ce produit. Il va y avoir une étude de phase 3 qui est en train d'être montée dans le monde, comparant le Blueprint, le Blue 285, au regorafenib en troisième ligne. Et puis pour finir, ce nouveau produit de Decifera, qui est un nouveau pan-kit et pan anti-PDGFR alpha. On est également en quatrième, cinquième, sixième ligne. Vous voyez que ça marche bien chez les patients résistants aux lignes de thérapeutique antérieures. Et quand vous ne savez plus quoi faire en bout de course, je vous rappelle cette petite étude sud-coréenne qui a randomisé les patients entre rien faire, enfin placebo, et imatinib. Même chez les patients, évidemment, qui ont déjà reçu l'imatinib, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'optimisation comme dont je vous ai parlé, hein, parce que quand on reprend l'imatinib, peut-être qu'on a arrêté trop tôt avant. En tout cas, on ralentit la progression. Et parce que si vous arrêtez un traitement, les patients, vraiment, ça va très vite. Pour ceux qui étaient à l'ASCO aussi cette année, hein, pour les MGS comme pour les sarcomes, on s'aperçoit qu'il y a des tas de voies de signalisation, aussi bien dans la tumeur primaire qui passait totalement inaperçue auparavant, hein, c'est parce qu'on est allé chercher vraiment avec ces nouvelles séquençages du génome, on voit d'autres voies de signalisation qui sont activées, voire mutées, et qui sont possiblement la cible de plusieurs médicaments évalués dans le temps. Il reste les wild type, hein, les fameux wild type, on ne sait jamais quoi en faire, les wild type. Aujourd'hui, un vrai wild type, ils sont là en bas. Hein. Il faut d'abord être certain qu'il n'y a pas de mutation de kit de tout l'exome. Hein. L'exome. Les 20 exons doivent être analysés, de tout PDGFR alpha. Et puis on s'est aperçu que dans les anciens wild type, il y avait quand même 1 à 2% des gistes qui ont une mutation de BRAF. On retrouve la mutation de BRAF, vous avez noté un peu partout. Hein. C'est vrai qu'il y aura des spécialistes du BRAF. Le vemurafenib peut très bien marcher sur ce type de gistes. Et puis il y a ce pourcentage de 6% de gistes qui ont une inactivation du complexe mitochondrial SDH. On dit qu'ils sont déficients parce qu'ils ont une mutation de l'un de ces complexes A, B ou C. C'est surtout dans les triades de Carnet, dans les gistes pédiatriques. Enfin, quand on n'a aucune de ces anomalies-là, on peut dire que ce sont des gistes quadruples négatifs, un peu comme les seins triples négatifs. Les quadruples gistes sauvages, et ben même dans ceux-là, on arrive à trouver encore une translocation avec ces nouvelles techniques. Et je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, hein, vous êtes au courant, belle réponse. Donc en allant chercher loin, alors vous allez me dire, est-ce que ces gistes wild type nécessitent de l'imatinib? Ma réponse c'est non. Il n'y a pas de cible. Il n'y a pas de cible de l'imatinib, il n'y a pas de PDGF alpha, il n'y a pas de kit, donc ça ne sert à rien. Et pour finir, les études qui sont en cours, il y a de l'immunothérapie, hein, il y a quand même des anti-PD-L1 ici qui sont testés, plus ou moins associés au cyclophosphamide, des anti-VEGFR. À noter que l'olaratumab, qui est un anticorps anti-PDGFR alpha, elle est négative, hein, l'étude de phase 2. Donc pour conclure, aujourd'hui le standard, quand vous retirez un giste à haut risque de rechute, c'est 3 ans d'imatinib, où vous pouvez proposer une surveillance, hein, c'est pas systématique, hein, il y a des patients qui disent oh, j'attends la rechute, plutôt que de donner, vous n'avez toujours pas d'impact sur la survie globale de donner 3 ans d'imatinib par rapport à attendre la rechute. Donc c'est aussi une option.
Quand le patient rechute, le standard c'est 400 mg d'imatinib, et à l'heure actuelle il y a une étude de rotation, donc on aura les réponses pas avant 2 ans. Deuxième ligne c'est Sutent, schéma continu ou schéma fractionné. Régorafenib en troisième ligne. Quatrième ligne imatinib, ou inclusion dans les essais thérapeutiques. Je vous remercie.